Et pour le Zoom de ce soir, nous recevons Alexandre Delval. Merci monsieur d'être parmi nous. Bonsoir. Alors Alexandre Delval, vous êtes essayiste, géopolitologue, spécialiste du monde arabo-musulman. Vous avez publié 2 ouvrages fondateurs, si je puis dire, Le complexe occidental et plus récemment Le chaos syrien, coécrit avec Randa Kassis. Je ne me trompe pas jusque-là? Tout à fait. Alors pour commencer, monsieur Delval, on a vu que la Russie était entrée dans la crise syrienne il y a quelques semaines. Dans quelle mesure considérez-vous que cela rebat les cartes? Eh bien, c'est vrai que le fait que la Russie rentre en scène a permis de remettre les pendules à l'heure et de voir qui est qui, et de repositionner, et même ça a même obligé les Occidentaux à être légèrement plus cohérents et être un peu plus pragmatiques. Donc ça a été très intéressant parce que les Russes ont en gros dit aux Occidentaux, est-ce que vous êtes pour, c'est assez manichéen, mais la géopolitique ça marche comme ça aussi, est-ce que vous êtes pour les terroristes ou est-ce que vous êtes vraiment contre? Si vous êtes vraiment contre, il y a une seule solution, c'est finalement, qu'on aime ou pas ce régime, d'être comme nous, du côté du régime, qui est la seule force légale qui représente un régime démocratique ou pas démocratique, peu importe, mais qui est légal, qui était voilà, élu par un peuple, qui était reconnu internationalement, alors qu'en face, il y a des entités qui ne sont pas reconnues internationalement, qu'on les préfère, qu'on les trouve plus démocratiques ou pas. Et donc ça a obligé les Occidentaux et d'autres partenaires à se positionner. Donc on a enlevé les masques, et là c'était relativement intéressant. Après, est-ce qu'ils vont réussir? Je ne sais pas, mais ça a complètement conditionné effectivement une orientation nouvelle dans le conflit et dans l'internationalisation de ce conflit et dans le positionnement de chacun. On a été obligé de sortir de l'ambiguïté. Comme disait Talleyrand, on ne sort pas de l'ambiguïté autrement qu'à ses dépens. Donc aujourd'hui, la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Turquie, qui, ne parlons pas de l'Arabie Saoudite, qui a un jeu qui est avoué, mais pour les autres, qui faisaient croire qu'ils luttaient contre les djihadistes, mais ils sont sortis de leur ambiguïté à leurs dépens, parce qu'on s'est rendu compte que les soi-disant modérés sont quand même des gens qui s'entraînent avec Al-Qaïda ou qui font des opérations communes avec Al-Qaïda. Donc le mot modéré ne veut plus dire grand-chose. Est-ce que vous iriez jusqu'à considérer que les premières actions menées en Syrie ont finalement mis en exergue l'inefficacité de la coalition? C'est clair, parce que depuis plusieurs années, les Occidentaux et leurs alliés turco-saoudiens et autres ont eu moins de résultats que les Russes en quelques semaines. Pour chasser, pas forcément Daesh, à juste titre, on dit que les Russes n'ont pas trop frappé Daesh, mais pour en tout cas contenir d'autres djihadistes qui ne sont pas mieux que Daesh, puisque ce sont des gens proches d'Al-Qaïda ou membres d'Al-Qaïda en Syrie, El-Nosra, qui maintenant se cache dans un front qui s'appelle l'armée de la conquête, mais tout le monde maintenant sait que 75 ou 80% des djihadistes, des soi-disant rebelles modérés, qui sont vraiment efficaces et qui sont proches du régime, les plus proches du régime, sont des gens qui s'entraînent ou qui sont membres de Al-Qaïda en Syrie. Et alors, au vu de la gravité de la situation, notamment de la situation des chrétiens d'Orient, oui. Comment interprétez-vous cette intransigeance de la part des Occidentaux vis-à-vis du régime de Bachar el-Assad? Alors, il est certain que si aujourd'hui on veut, comme la Russie, apparaître, je dis bien apparaître, je ne juge pas, c'est ce qui semble être, et c'est ce qu'ils prétendent faire. Si on veut apparaître comme le protecteur des chrétiens d'Orient, on est obligé de ne pas être en priorité contre le régime. Oui, j'essaie d'être mesuré, je dis pas qu'il faut être pro-régime. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'Orient et surtout les chrétiens de Syrie nous supplient de ne pas laisser tomber le régime, parce que même si souvent ils ne l'aiment pas ce régime, les chrétiens, il ne faut pas se leurrer, à part quelques chrétiens de service du régime, ils n'aiment pas ce régime. Mais c'est ce qu'il y a de moins pire pour eux. Donc aujourd'hui, quand la Russie dit, même si c'est de la propagande, tout le monde fait de la propagande, nous sommes les protecteurs des chrétiens d'Orient, les Occidentaux ne le sont pas parce qu'ils sont contre le régime. Or, ceux qui sont contre le régime veulent, dans le pire des cas, ou même en moyenne, ils veulent en gros se débarrasser des chrétiens et dans le pire des cas les éliminer physiquement. Et effectivement, aujourd'hui, quelqu'un qui veut vraiment, sincèrement aider les chrétiens de Syrie ne veut pas la chute du régime et il veut au contraire la chute des rebelles soi-disant modérés d'Al-Qaïda qui tuent encore plus de chrétiens en densité, en pourcentage, là où ils ont pris des positions que Daesh. C'est ça qui est assez étonnant. Je ne dis pas que Daesh a protégé les chrétiens, mais Daesh en a laissé partir un certain nombre après 48 heures. Certaines sections de rebelles modérés ont fait des carnages de chrétiens dont personne ne parle. Donc aujourd'hui, l'Occident trahit la cause des chrétiens d'Orient en privilégiant des rebelles islamistes liés au Qatar, à l'Arabie Saoudite et à la Turquie, qui ont comme agenda établir la charia et faire de ce territoire un territoire, comme j'avais dit dans mes livres, Christian Rhein.
débarrasser de ces chrétiens, comme les nazis voulaient faire des territoires, débarrasser de leurs juifs. Judenrein. Le projet, en gros, de ces djihadistes est d'éliminer toute présence qui ne soit pas sunnite. Alors vous expliquez tout à l'heure, vous avez évoqué une forme de manichéisme. Oui. On a vu effectivement que Moscou soutenait le régime de Bachar el-Assad dans la lutte contre l'État islamique. Néanmoins, peut-on considérer que c'est un soutien sans condition ? Je ne suis pas tout à fait sûr. Vous parlez du soutien de la Russie envers le régime syrien. C'est pas autant inconditionnel qu'on le croit, mais aujourd'hui... Du moins que les médias français l'expliquent. Voilà, mais il est certain qu'en stratégie, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme, quand on est en face d'un ennemi principal, on doit tactiquement, c'est pas forcément de la longue stratégie sur la longue durée, mais tactiquement, la tactique est souvent plus court terme et moins morale et moins liée à des idéologies. Tactiquement, on peut s'allier à quelqu'un qui n'est pas un ami, contre l'ennemi principal. C'est en fait ce que fait la Russie de manière très pragmatique en suivant les principes élémentaires de la stratégie qu'on apprend dans n'importe quelle école militaire et même en diplomatie. Et aujourd'hui, la France et beaucoup d'États occidentaux feignent de croire pouvoir dire qu'on peut lutter contre deux ennemis à la fois. C'est très difficile. On le voit bien aussi avec Monsieur Erdogan en Turquie qui dit « je vais lutter à la fois contre Daesh et contre les Kurdes ». C'est du bluff. En fait, il lutte essentiellement contre les Kurdes avec le prétexte de faire croire qu'il lutte contre Daesh. Donc à un moment, on est obligé de choisir son camp et effectivement, la géopolitique et la stratégie, quand on est en face de barbares comme ça, effectivement, on ne fait pas dans la dentelle et on peut difficilement avoir deux fronts à la fois. On doit choisir, on fait des choix et le choix de gouvernement syrien, moi, ne me plaît pas. J'ai écrit un livre, comme vous l'avez dit, avec une opposante syrienne qui est contre ce régime, mais elle-même, elle a beau être extrêmement contre ce régime, elle dit si on aide ce régime à s'écrouler pour mettre à la place le chaos et le chaos qui va ensuite être récupéré par Daesh. Vous savez que le grand idéologue de Daesh, Naji, a dit il faut administrer la sauvagerie. On va prendre des zones chaotiques et sauvages qui sont hors gestion et on va les administrer à partir du rien. On va créer, on va remplir le vide. Donc ne laissons pas un chaos qui va permettre à Daesh et à d'autres organisations djihadistes de remplir le vide. Alors on avait expliqué au moment de l'été à peu près que l'État islamique s'organisait justement, qu'il comptait battre monnaie. Oui. Qu'en est-il ? Oui, alors ils ont commencé à battre monnaie, mais c'est très difficile de l'utiliser avec des interlocuteurs internationaux, voisins. Mais au niveau local, oui, ils ont battu leur monnaie, ils ont une administration qui est quand même relativement efficace, ils ont toutes les caractéristiques presque d'un État. Si, ils ont les caractéristiques d'un État, là où ils gouvernent. Mais en même temps, c'est un État très mouvant. C'est un État très mouvant qui a quand même des frontières assez ambiguës, et surtout quand on montre la Syrie et l'Irak avec un État islamique à cheval sur les deux, on peint en gris une grande partie du territoire. En fait, on devrait mettre plutôt des rayons, des pointillés ou des fils. Ils ont des couloirs qui sont très très longs, mais autour, il y a plein de déserts qu'on colorie en gris couleur de l'État islamique, alors qu'en fait, c'est un territoire hors contrôle qui est un immense désert. Ils n'ont pas pris tous les mètres carrés du désert, ils ont pris des bandes, des couloirs. Donc en fait, c'est vrai que leur territorialité est aussi à discuter avec des cartes qui seraient plus réalistes. Mais pour simplifier, dans les médias, on montre des cartes. Moi-même, dans mes livres, j'ai montré des cartes avec une immense tâche pour Daesh. Mais on devrait plutôt montrer des couloirs. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, un autre acteur clé qui s'est inscrit dans la crise syrienne, c'est bien évidemment le président turc Erdogan. Donc longtemps on a vu qu'il avait un jeu très trouble, il disait lutter contre l'État islamique sans réellement agir. On a vu qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, son entrée en opposition frontale contre l'État islamique était essentiellement un cheval de Troie pour lutter contre les Kurdes. La situation est fatalement très complexe de ce fait. Comment vous pourriez clarifier cette situation pour que nos téléspectateurs le comprennent le plus simplement possible ? Tout simplement, Monsieur Erdogan, lui, il fait un peu comme les Russes. Si on veut parler de géopolitique sans faire de jugement moral et de manière purement froide, si j'étais Erdogan, je crois que je ferais la même chose. Erdogan a comme ennemi principal des Kurdes qui profitent depuis 2003 du chaos irakien
qui a permis l'édification d'un Kurdistan irakien. Les Kurdes profitent de cette situation générale de redistribution des cartes et des frontières pour essayer d'avancer un État séparé, voire un jour indépendant, pas uniquement en Irak, mais bientôt en Syrie, à la faveur du chaos syrien, comme à la faveur du chaos irakien, et bientôt, le troisième, ce serait la Turquie. Donc si vous êtes un nationaliste turc, islamiste ou pas, militaire ou laïque ou Erdogan islamiste, dans les deux cas, vous avez très peur du fait que le chaos régional, la situation instaurée depuis les guerres regrettables à mon avis, mais elles sont là, guerre américaine, eh bien l'ennemi principal c'est le Kurde. Donc si votre ennemi principal, celui qui est existentiel parce qu'il peut vous faire perdre une partie de votre territoire, une partie importante, où en plus il y a de l'énergie et surtout de l'eau et quand même et un accès à des pays extrêmement stratégiques, vous ne pouvez pas vous permettre de favoriser cette menace interne, soi-disant parce qu'il faut montrer qu'on fait partie d'une coalition contre des djihadistes qui sont pas si dangereux que ça pour Erdogan. Certes, ils commettent des attentats, mais 30 000 hommes de l'État islamique et quelques milliers d'hommes d'autres organisations, pour eux, c'est moins dangereux que toute une partie de leur territoire qui est en train de leur échapper, où le PKK kurde veut instaurer un État indépendant. Moi, bien entendu, je suis plutôt favorable à la cause turque. Ce que je viens de dire, c'était, si on veut analyser froidement, bien sûr, si on prend un point de vue moral, parce qu'on pense que les Kurdes, historiquement, on leur a promis un État, ils devraient l'avoir et ils ont été victimes, là, on raisonne différemment. Mais d'un point de vue purement froid, Erdogan fait exactement ce qu'un nationaliste turc fait depuis toujours. Il privilégie l'ennemi principal c'est les Kurdes, tout autre ennemi est bon contre les Kurdes. Donc à un moment, on a même pensé en Turquie qu'il fallait aider des islamistes djihadistes ou pas, islamistes frères musulmans, ou Daesh, ou ASL, ou Hazem, ou d'autres groupes, pour affaiblir les Kurdes. C'est peut-être condamnable moralement de notre point de vue, mais d'un point de vue turc, on ne peut pas s'attendre à autre chose. On pouvait difficilement s'attendre à autre chose. Là aussi, si je pose une question froide et si je me base sur ce que vous venez de nous dire, finalement, le processus des Kurdes ressemble un petit peu au processus de l'État islamique. C'est-à-dire que vous nous expliquez que c'est la création d'un État à cheval sur plusieurs frontières, avec la possibilité d'avoir des actions terroristes et des revendications qui, là, sont effectivement identitaires plus que confessionnelles. Alors ça, un Turc nationaliste aimerait dire, là il serait tout content de dire, effectivement, c'est la même chose. Bien sûr, moi je pense que là où ce n'est pas la même chose, c'est que les Kurdes ont parfois utilisé des phénomènes terroristes comme le PKK pour avancer leur programme, leurs objectifs, mais globalement, bien entendu, ils ne se comportent pas de manière aussi barbare que l'État islamique. La différence, elle est dans les moyens. Mais dans les deux cas, effectivement, ce qui est comparable, c'est qu'on a deux entités, les Kurdes, même s'ils nous plaisent et même s'ils ont des aspirations démocratiques pour certains, et de l'autre côté, Daesh, les deux avancent effectivement sur la destruction, ils misent sur la destruction des frontières en place et du statut de Sykes-Picot, instauré dans les années 20 par les puissances, je dirais pas coloniales, mais mandataires. Vous savez, on s'était partagé, pour les auditeurs, le Liban et la Syrie pour les Français, l'Irak, l'Égypte, le Proche-Orient et d'autres pays pour les Anglais. Et on a un peu tracé ces frontières, on l'aime beaucoup. Et aujourd'hui, Kurdes comme islamistes califaux, tous deux voulant la destruction des frontières en place, profitent de ce chaos. Ils auraient bien tort. Si nous étions turcs, nous profiterions de ce chaos et du démantèlement possible des frontières de manière aussi opportuniste que le font Daesh. Les deux, de leur point de vue, ont raison de se réjouir d'un chaos. Et finalement, les Américains leur ont rendu service dans les deux cas, puisque avec ces guerres qui ont déstabilisé des États qui contrôlaient leurs frontières, on a instauré un chaos après le départ de Saddam Hussein. Même M. Donald Trump en a parlé dans un débat aux États-Unis. Enfin, un candidat qui est caricaturé, mais qui reconnaît quand même que l'Amérique a déstabilisé le Moyen-Orient. En tout cas, ça profite surtout aux islamistes et aux Kurdes depuis 2003, c'est clair. Et est-ce que vous avez le sentiment que cette attitude un peu trouble de la Turquie a été dénoncée par les Occidentaux et par l'Union européenne? Parce que finalement, on a l'impression qu'ils sont toujours en pointe pour vouer hégémonie le régime de Damas. En revanche, Erdogan a été très peu mis face à ses responsabilités. Ça a toujours été souligné par petites touches, mais très peu frontalement. Vous connaissez... selon que vous soyez puissant ou misérable. Ici, c'est selon que vous soyez atlantiste ou misérable. Si vous faites partie de l'Alliance Atlantique et que vous êtes un pilier de l'Alliance Atlantique, comme la Turquie, on vous pardonne l'invasion de Chypre.
Par contre, si vous ne faites pas partie de l'Alliance Atlantique, si vous êtes de l'autre côté, comme les Russes, on vous pardonne rien. Les Russes ont violé une fois le territoire turc, admettons 2 ou 3. C'est un scandale depuis 3 semaines ou 2 semaines. Par contre, la Turquie viole à peu près 2 fois par jour l'espace aérien chypriote ou grec. Et en plus, elle remet en question les frontières de la mer Égée. Elle occupe des îlots grecs régulièrement. Elle viole les frontières aériennes ou terrestres ou maritimes de au moins 2 membres de l'Union européenne. Et l'Union européenne ne bouge pas. Ça montre bien qu'il y a 2 poids 2 mesures. Si vous êtes russe ou allié à la Russie, vous êtes du côté du mal. On est resté dans des paradigmes de guerre froide. Si vous êtes du côté de l'Atlantique, même si vous êtes d'un cynisme absolu et un pays même dangereux pour ses voisins et prédateur, comme la Turquie aujourd'hui, vous êtes bien vu, ou vous êtes pardonné, ou on vous trouve des circonstances atténuantes. Et en plus, la Turquie aujourd'hui maintenant a l'arme des réfugiés qu'elle a fait exprès de faire entrer par millions chez elle pour ensuite avoir un petit peu une possibilité de nous faire chanter comme faisait Kadhafi à jadis. Je maintiendrai les flux migratoires, mais vous me payez, et vous allez payer des milliards. Et aujourd'hui, l'Union européenne, impuissante à gérer ses propres frontières, va devoir céder au chantage, aux raquettes de M. Erdogan, le nouveau sultan, qui en plus escompte devenir le président des musulmans d'Europe. Vous avez vu, quand il vient maintenant à Bruxelles et un peu partout, ou ailleurs, en Allemagne, il avait humilié les Allemands il y a quelques années, il avait dit s'intégrer, c'est un crime contre l'humanité. En plus, il vient pour donner un message à tous les musulmans d'Europe, vous êtes persécutés, vous êtes victimes, les Européens sont islamophobes, ne vous intégrez surtout pas, c'est un crime contre l'humanité. Donc cet homme est extrêmement dangereux pour son pays, pour les laïcs, qu'il a combattu, pour l'Union européenne et pour le monde musulman, puisqu'il est en train, finalement, de manière douce, d'atteindre les mêmes objectifs que les islamistes les plus radicaux. Lui, c'est de manière électorale, il est élu démocratiquement, mais les objectifs à long terme des frères musulmans, d'Erdogan, de l'AKP et des islamistes les plus radicaux, même s'ils divergent dans les moyens, les objectifs sont les mêmes. C'est un jour rétablir une forme d'empire califal, néo-ottoman pour les uns, arabe pour les autres. Est-ce que parallèlement à cela, vous croyez à la possibilité d'une constitution d'un véritable axe Moscou-Téhéran ? Ah oui, alors l'axe Moscou-Téhéran existe déjà, on le voit sur le terrain en Syrie, on a des bombardements aériens extrêmement sophistiqués, beaucoup plus précis que les occidentaux, là c'est une démonstration de force stratégique, et sur le sol, opérationnel, et au sol on voit des Libanais du Hezbollah, on voit de plus en plus de chiites irakiens encadrés par des Iraniens, et des conseillers militaires iraniens assez nombreux, et récemment on a même vu arriver des Chinois, on a quand même dans un porte-avions chinois on a vu arriver quand même 1000 hommes. Donc on a des Russes, des Chinois, des Iraniens, des Syriens qui coopèrent contre des islamistes, hélas, en partie, jusqu'à peu ou même encore maintenant, selon les mouvements, aidés par les amis de l'Occident. On a les amis de la Russie d'un côté qui aident l'axe chiite et syrien, et de l'autre côté, l'axe islamiste favorisé ou aidé, en tout cas allié à l'Occident. Et c'est regrettable, c'est ce que je dénonce dans tous mes livres depuis 20 ans. L'Occident veut combattre un ennemi, le radicalisme islamiste sunnite, salafiste, ou on l'appelle comme on veut, alors que ses alliés dans la région qui dictent ses politiques, notamment l'éradication de Kadhafi ou d'autres opérations comme ça, eh bien ces alliés sont ceux qui financent ce même ennemi qui nous menace jusque dans notre territoire. Parce que l'ennemi, c'est pas Assad, même s'il a fait des choses horribles. L'ennemi, c'est celui qui vient vous menacer chez vous, qui attaque vos valeurs, vos citoyens, votre territoire, qui menace votre population et votre territoire. Ce n'est pas le cas d'Assad, c'est le cas de la menace islamiste que j'ai appelée le totalitarisme islamiste. Or, nos alliés sont ceux qui fabriquent cette menace, qui l'alimentent, qui la financent et qui l'arment. Donc c'est quand même assez extraordinaire de voir que nous avons comme alliés ceux qui nous combattent et financent ceux qui veulent nous détruire, et ils le disent clairement, que leur objectif c'est de détruire toute occidentale jusqu'au dernier. Alors justement, vous avez évoqué une démonstration de force opérationnelle et stratégique. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer aussi que Moscou réussit un tour de force diplomatique, puisqu'il finalement, il arrive à être allié avec Téhéran, mais également avec Israël? Est-ce que la France arriverait, ou l'Union européenne pourrait réussir à établir de telles alliances en réussissant à faire fi des États-Unis? Oui, si nous avions une politique de puissance, ce serait possible. Par exemple, vous parlez d'Israël. Avec Israël, plus qu'une alliance, ça a été une convergence et une persuasion.
savez, quand vous avez des appareils chargés de plusieurs centaines d'ogives nucléaires lancés par un super sous-marin, les gens qui sont dans la région, ils écoutent votre parole. Vous savez, c'est comme le proverbe sicilien. Avec Al Capone. Avec Al Capone, hein, quand on a un pistolet, une arme, les phrases convaincantes le sont beaucoup plus. Donc Israël a été un peu obligé aussi de s'adapter au terrain. En même temps, ça arrange certains généraux intelligents en Israël qui savent que finalement, Bachar n'est pas forcément le pire ennemi. C'est vrai que c'est pas l'ennemi existentiel d'Israël, moi je le pense depuis toujours. Mais il y avait d'autres voix qui pensaient que, et ça peut se comprendre aussi d'un point de vue israélien, ici ou là, dans certains endroits de Syrie, on pouvait aider certains rebelles, parce que c'est vrai aussi que le régime aidait jadis le Hamas, et il aide toujours, il est proche du Hezbollah, qui est quand même un ennemi existentiel d'Israël. Donc c'était compliqué pour Israël, qui était partagé, y compris dans ses stratèges, et la Russie, elle a obtenu d'Israël une sorte de terrain d'entente, et qu'on n'aide plus trop certains rebelles. Voilà, donc plus qu'une alliance, ça a été une conviction aussi. Et avec Téhéran, l'alliance est tout à fait solide. Aujourd'hui, ce que l'on voit en gros, c'est d'un côté les pays de l'OTAN qui sont avec les forces sunnites, et de l'autre côté les pays de l'OCS, vous connaissez l'organisation de Shanghai, qui réunit les Chinois, les Russes et leurs alliés, y compris, comme État observateur, l'Iran. Donc on a vraiment un monde bipolaire qui a l'air de se réinstaurer, sauf que sous la guerre froide, la Chine avait été récupérée par l'Occident contre l'Union soviétique, alors qu'aujourd'hui la Chine est vraiment très adossée à la Russie. Elle est maligne, la Chine, elle veut commercer avec nous, donc elle fait un grand sourire, elle ne déclare pas la guerre à personne, elle tape pas sur la table, mais elle laisse faire à l'allié russe tout le travail un peu moins sympathique. C'est peut-être eux les plus pragmatiques de l'histoire. Je pense que les plus pragmatiques de très loin, c'est les Russes. D'ailleurs, ce qui caractérise la stratégie chez les Russes, c'est l'efficacité. Regardez Julien, qui est le grand spécialiste de la Chine, qui a écrit le traité d'efficacité. Le mot qui caractérise le plus l'esprit chinois en stratégie, même en commerce et en tout, c'est l'efficacité. C'est vraiment la nation de l'efficacité. Alors si on s'intéresse plus précisément à la France, quel regard portez-vous sur les récentes décisions diplomatiques et, pour paraître plus clair, sur les différentes décisions prises par Laurent Fabius? Alors, ce qu'a dit De Villiers à ce propos est assez juste, et même Chevènement, deux différents l'ont dit, Chevènement, Villiers, bon, souverainistes tous les deux, mais quand même d'un bord différent. Aujourd'hui, on a une France qui est malheureusement à la remorque de la diplomatie saoudienne. On avait une droite qui était à la remorque du Qatar, on a une gauche qui est à la remorque de l'Arabie Saoudite, c'est pas très différent pour le dossier syrien. Et ça, c'est regrettable qu'aujourd'hui, pour vendre, on comprend, c'est vrai qu'il y a une crise économique, on doit vendre un certain nombre de matériel, mais même si c'est motivé par une compréhensible politique économique, c'est quand même regrettable que la France soit devenue le relais des pays qui coupent des têtes et qui financent des djihadistes un peu partout. Et c'est pas une vision comme ça de rhétorique. Hein. On sait que quand l'Arabie Saoudite a pris le contrôle de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, basée à Genève, le lendemain, il était question de décapiter un chiite, et 2 jours avant, on avait décapité encore un apostat. On est à la 6e décapitation en quelques semaines. C'est complètement grotesque. Nous donnons des leçons de morale à des pays qui nous paraissent infréquentables comme l'Iran et la Russie, mais nous sommes alliés de gens qui traitent beaucoup plus mal, mais bien plus mal leur minorité. Mais bien plus mal. On a vu récemment, par exemple, que la Suède cessait de traiter avec l'Arabie Saoudite en raison des droits de l'homme. Alors, par exemple, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être évoquer en France. On pourrait l'évoquer, ou alors, plutôt que d'avoir cette politique très typiquement nordique, un peu morale, transparente, au moins ne plus donner de leçons de morale à d'autres et ne pas se gêner de se rapprocher de la Russie, d'abandonner les sanctions contre ce pays qui ont été très préjudiciables. Au moins, puisque la diplomatie, c'est dialoguer, y compris avec le diable. Ça sert à rien, un diplomate, si c'est pas pour dialoguer avec un ennemi. Donc, pas forcément rompre, parce que la politique des ruptures et des chaises vides, c'est pas forcément la meilleure, c'est pas toujours réaliste. Regardez, on a rompu les ponts avec le régime de Syrie, de Assad, au début de la guerre civile. On a vu les résultats, ça a compliqué. Quand on a voulu bombarder par la suite, on avait moins de canaux de coopération. Donc, gardons des contacts avec tous ces pays, mais ne nous laissons pas impressionner par leurs dictats. Quand ils viennent chez nous financer les islamistes, on pourra plus facilement leur dire, puisque justement, je suis pragmatique, je reste ton allié, malgré ce que tu fais, eh bien, en échange, moi je t'achète du pétrole, mais je te vends mais tu arrêtes de t'immiscer dans mes affaires. Moi, je ne vais pas financer des églises en Arabie Saoudite, ne finance plus des mosquées chez moi, et on pourrait faire ça avec beaucoup de pays. Et avec la Russie, nous pourrions dire, puisque nous sommes alliés avec certains États qui ne sont pas spécialement démocratiques et même pire que vous, mais nous ne voyons rien de mal à lever les sanctions vers la Russie, et on dira aux États-Unis, ne donnez pas des leçons de morale, parce que vous-même, quand vous nous interdisez de coopérer avec les Russes,
vous coopérez directement avec eux. C'est quand même ce qui est extraordinaire chez les anglo-saxons, c'est qu'ils vous interdisent de faire quelque chose, mais ils le font faites ce que ouvertement. je dis, mais pas ce que je fais. Ouais. C'est comme le Premier ministre anglais, quand M. Sarkozy voulait fermer les paradis fiscaux, on avait l'Angleterre qui hurlait encore plus fort que Sarkozy, alors qu'elle a les plus grands paradis fiscaux chez elle. Donc il ne faut pas se laisser intimider. Je pense qu'on est trop souvent complexé dans notre diplomatie. Ayons une diplomatie de réel politique, puisqu'on doit commercer avec des gens qui sont absolument pas fréquentables comme les Saoudiens, n'ayons aucun complexe. Il faut absolument se décomplexer lorsque nous allons avoir des relations très utiles pour nous, en tant qu'Européens, avec la Russie, parce que l'Europe de l'Ouest plus la Russie, ça devient une puissance invincible. Tout simplement. Et c'est ça qui gêne beaucoup de stratèges américains. Encore une fois, je ne les juge pas. Si j'étais américain, je serais inquiet par une alliance Paris-Berlin-Moscou. Et ils ont raison d'être inquiets. Mais nous aurions raison aussi de défendre nos intérêts. Or, aujourd'hui, l'Europe, elle n'est qu'un protectorat américain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le plus grand stratège américain actuel, Brzezinski, qui l'écrit en toutes lettres dans Le Grand Échiquier. Alors, pour reprendre vos propos, faisons fi des complexes. Est-ce qu'on fait fi des complexes jusqu'à, par exemple, acheter le pétrole de l'État islamique ? Alors ça, c'est pas nous, ce sont des intermédiaires qui l'achètent, qui le revendent, après on sait même plus d'où il vient. Mais là, effectivement, oui. C'est commode. C'est commode, mais du point de vue du trafiquant kurde et turc de base, ou syrien ou irakien, qui achète et revend un pétrole par camion à des prix moindres, peut-être que nous ferions la même chose si nous étions à sa place. Donc ce qu'il faudrait, c'est effectivement faire une véritable coalition suffisamment efficace pour venir à bout de l'État islamique réellement, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu véritablement de volonté de créer une coalition efficace aujourd'hui, puisque entre Russes et Américains et les protégés de chacun, on n'a pas trouvé aujourd'hui la possibilité de faire... On a deux coalitions qui n'ont pas les mêmes agendas, qui ne bombardent pas les mêmes positions, qui n'ont pas la même définition de l'ennemi et des objectifs, et c'est pour ça que Daesh est fort. Mais si vraiment nous voulions, on pourrait assécher Daesh, y compris ses puits pétroliers, les neutraliser, et on ne pourrait plus vendre le pétrole au noir. On serait obligé de le racheter de nouveau plus cher. Oui, mais de toute façon, il y a un cours officiel. Non, l'essentiel du pétrole qu'on achète, nous, dans l'Union européenne, de toute façon, c'est le pétrole au marché officiel. Ce pétrole qui est vendu par Daesh est quand même relativement résiduel. C'est surtout les pays autour. Un petit peu arrive en Union européenne, mais c'est minime. Donc ça ne changerait pas pour nous grand-chose, sauf qu'au moins, on aurait un État islamique qui ne pourrait plus financer des opérations contre nous. C'est quand même pas mal. Mais aujourd'hui, je le répète, à cause des brouilles et des représentations de guerre froide qui continuent à envenimer les relations Russie-Occident, on n'a pas mis au point une coalition qui pourrait venir à bout de 30 000 hommes très facilement. Hein. 30 000 hommes, c'est quand même pas grand-chose. L'armée turque à elle seule, c'est, si on fait le plein, même de ceux qui ne sont pas permanents, 800 000 hommes. 800 000 Turcs, plus toutes les armées occidentales, on viendrait à bout de l'État islamique. On n'a pas voulu aujourd'hui venir à bout de l'État islamique. Même la Syrie, pour être honnête, le régime syrien n'a pas eu intérêt aujourd'hui à venir à bout de l'État islamique. Parce que ceux qui le menacent sont d'autres mouvements que l'État islamique. La Russie non plus, elle a intérêt surtout à éliminer ceux qui menacent directement Bachar, qui sont d'autres mouvements que l'État islamique. Finalement, personne aujourd'hui n'a vraiment voulu en venir à bout, sauf peut-être le pôle chiite, qui eux sont menacés directement, existentiellement, par l'État islamique. Alors une dernière question, on a vu évidemment beaucoup de commentateurs expliquer que la crise migratoire était fondamentalement due au bouleversement au Proche et au Moyen-Orient. Néanmoins, on voit que dans le même temps, on nous explique qu'il y a également beaucoup de réfugiés qui ont des faux passeports syriens, qui ne sont donc pas syriens. Comment analysez-vous cette situation ? Est-ce que véritablement cette déstabilisation du Proche et du Moyen-Orient est responsable de ces vagues migratoires sans précédent ? Oui, elle est responsable d'une grande partie d'un certain nombre de flux migratoires, y compris la Libye aussi, qui était un verrou. Mais ce qu'il faut souligner tout de même, et moi je vais souvent en Turquie, j'en ai parlé avec des Turcs, des citoyens de base, ou des militants kémalistes, ou des militaires ou d'autres, et ce qu'on m'a dit en Turquie depuis 3-4 ans, c'est que Erdogan a complètement ouvert les vannes de l'immigration sur son territoire, il a fait venir n'importe qui, il a donné des lieux pour des camps d'entraînement à toutes sortes de groupes, pas uniquement Daesh, mais des groupes autour de El-Nosra et Ahrar al-Mesham et d'autres mouvements, et il a supprimé les visas pour pratiquement tout le monde, de pratiquement tous les pays arabes, et n'importe qui a pu pénétrer le territoire turc en toute impunité, y compris des gens extrêmement dangereux, et beaucoup de Turcs, c'est quelque chose dont on parle toujours en Turquie. Tous les jours en Turquie, il y a des mouvements d'opposition, comme le parti kémaliste, qui dit Erdogan nous a mis dans un pétrin terrible, parce que il a fait venir chez nous toutes sortes de personnes, y compris de nombreux djihadistes, qui maintenant n'ont même pas besoin d'être recrutés, ils sont déjà entraînés chez nous, nous les avons entraînés contre Bachar, ils se retournent maintenant contre les
citoyens turcs. Donc Erdogan a joué un jeu extrêmement dangereux tout ça pour être le leader du monde sunnite. Il voulait montrer par là que lui, il n'était pas uniquement le président des Turcs, mais de tous les sunnites. Il était le sultan de tous les sunnites du monde, persécutés par les chiites et surtout par les alaouites en Syrie. Et donc ensuite, il n'a fait que faire venir vers nous des flux d'immigrés qu'il a fait venir de manière inconsidérée chez lui dans un premier temps, et maintenant il nous les renvoie. Il nous envoie une petite partie. Imaginez s'il laissait venir tout le monde, mais le problème c'est que parmi tous ces réfugiés, beaucoup ont déjà un statut de demandeurs de réfugiés en attente. Ils ont déjà été pris en compte par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, et ils n'ont aucun droit normalement à réclamer un second statut de réfugié. Le pays primo accueillant normalement gère la demande, et une fois que quelqu'un est dans un pays qu'il y a été accueilli, que ce pays est considéré démocratique et n'étant pas attentat et en paix, normalement il n'a aucune raison d'aller demander un statut ailleurs. Donc l'Europe, encore une fois, son plus grand problème c'est le complexe. L'Europe se sent responsable, complexée, mais c'est pas le résultat de la Libye, ce qui arrive de Syrie, c'est pas le résultat de la politique européenne, c'est le résultat de quelque chose de très complexe, c'est le printemps arabe. On n'a pas à se sentir responsable, surtout de gens qui arrivent en tant que Syriens, mais qui sont des Irakiens, qui sont des Jordaniens, qui sont des immigrés économiques. Beaucoup sont des réfugiés politiques et de guerre, c'est vrai, mais effectivement, c'est très facile de tromper les Occidentaux qui ne sont pas tous diplômés de différents dialectes arabes, parce qu'il ne suffit pas de connaître la langue arabe. Pour savoir les distinctions, il faut connaître les nuances des dialectes. Et l'arabe proche oriental, c'est parfois très difficile de savoir qui est libanais, syrien, jordanien, palestinien. Alors imaginez. Alors avec l'Irakien, c'est un petit peu différent, mais celui qui ne connaît pas la langue, il ne peut pas savoir. Et les organismes fonctionnaires comme l'OFPRA ou autres, où ils ne connaissent pas, très peu connaissent les différents dialectes arabes pour pouvoir faire la nuance. Et comme les gens vous disent qu'ils n'ont pas de papier et qu'on ne peut pas les obliger à produire un papier qu'ils ont déchiré, ou avalé parfois sur le bateau. C'est pareil pour les Africains depuis des années, on ne peut pas les reconduire parce qu'on ne sait pas qui ils sont. Et les États d'origine sont de très mauvaise foi, ils ne veulent pas trop les récupérer non plus tant qu'on ne les paye pas, c'est un cercle vicieux. Donc il faut rétablir un contrôle aux frontières drastique et séparer le bon grain des livrets. Qui est un vrai réfugié, qui ne l'est pas? Qui est déjà demandeur, qui ne l'est pas? Ceci aujourd'hui n'est pas fait parce qu'on ne peut pas coordonner nos efforts avec des pays comme la Turquie qui joue un double jeu et qui essaie d'avoir une stratégie de raquette. Ils essaient aujourd'hui de nous faire payer le maximum. Et justement, si on revient sur la Turquie et quand on voit les tractations de ces derniers jours avec l'Union européenne, on a le sentiment que finalement c'était un processus réfléchi depuis longtemps par Erdogan et que l'accumulation d'immigrés clandestins qui étaient chez lui prêts à être envoyés en Europe était véritablement la préparation d'un moyen de pression pour finalement adhérer à l'Union européenne qui était un peu remise. Comme disent les stratèges chinois, la stratégie, le maître de la stratégie, c'est pas forcément celui qui a tout planifié, c'est extrêmement difficile de tout prévoir parce que ça peut se retourner contre soi. Le roi de la stratégie, c'est celui qui profite d'un événement pour en faire un atout. Et c'est ça, le génie d'Erdogan, il est très asiatique de ce point de vue. Il sait profiter des moindres nouveaux événements pour en faire un atout pour lui. Et ayant trop accueilli de réfugiés, ne sachant pas quoi faire avec cela, ayant une opinion publique de plus en plus remontée contre cela, maintenant il renvoie la balle aux Européens et il apparaît comme celui qui lutte contre les flux migratoires, mais qui ne serait pas aidé par les méchants européens. Et lui, il ferait tout l'effort et pas les autres. Donc il est très malin, il fait une opération politique intérieure, extérieure. Et en même temps, il a réussi à réouvrir un processus de négociation en vue de l'adhésion avec l'Union européenne qui était quand même presque gelé. Et il a réussi à faire plier Merkel qui avait juré quelques jours plus tôt « Jamais je ne céderai sur le fait que je suis contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne ». Elle a presque dit le contraire 3 jours après avoir été menacée. Donc Erdogan, je me rappelle une phrase qu'il a dit un jour dans un congrès, les Occidentaux ne comprennent que les rapports de force. Il applique, comme beaucoup d'islamistes, quelque chose de très connu. Profitons de la lâcheté de notre interlocuteur pour l'intimider. Et ça marche. L'intimidation par le terrorisme, par la réduction à l'Hitlerum, comme il fait très souvent, par le complexe, la culpabilisation. Avec un Européen, ça marche tout le temps. Pourquoi s'en gêner? Encore une fois, du point de vue turc, je ferais la même chose si j'étais un leader turc. Le problème, c'est que les Européens cèdent systématiquement, alors qu'on pourrait avoir une politique de puissance beaucoup plus décomplexée. Ça ne serait pas forcément préjudiciable à des relations avec ces pays, c'est pas forcément contraire à la diplomatie. Parce qu'en diplomatie, plus vous cédez, plus vous apparaissez faible, et plus on vous mange. Vous n'êtes pas du tout respecté. En diplomatie, il faut être extrêmement diplomate, il faut dialoguer avec tout le monde, rompre le moins possible les relations diplomatiques, mais il faut montrer qu'on est respectable. Et on n'est jamais respectable quand on montre de soi une image de culpabilisation, une image de complexe et une image même de refus de sa propre identité, de ses propres intérêts. Merci beaucoup Alexandre Delval. Merci à vous.